8 navires. C'est le nombre qui a fissuré le point de passage le plus stratégique de la planète lundi dernier. 8 bâtiments, ne battant pas pavillon iranien, détectés en train de transiter par le détroit d'Ormuz par des sociétés de renseignement maritime. Presque le double du nombre des jours précédents. Un filet, oui. Mais dans le contexte de ce à quoi cette voie navigable ressemble depuis 18 jours, ce filet est une histoire à part entière. Parce que depuis le début du mois, ce détroit est une zone de mort. Un commandant des forces iraniennes l'a déclaré fermé et a menacé d'incendier tout navire qui tenterait la traversée. Le trafic s'est effondré de plus de 100 navires par jour avant la guerre à 0 navires non iraniens émettant des signaux de localisation. Plus de 20 navires ont été frappés par des drones ou des missiles dans les eaux environnantes. Les compagnies d'assurance ont retiré leur couverture entièrement. Pas un seul pétrolier ne se portait volontaire pour traverser. Et puis soudainement, 8 l'ont fait. Avant de décortiquer tout ça, merci d'être là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une communauté de membres avec des vidéos exclusives, du contenu en avance et des analyses géopolitiques qu'on ne publie nulle part ailleurs. Le lien est dans la description. C'est aussi la meilleure façon de soutenir cette chaîne. Maintenant, rentrons dans l'analyse, parce que ce qui se passe dans ce détroit en ce moment va bien au-delà d'un rapport maritime. Rappelons les chiffres fondamentaux. Le détroit d'Ormuz fait 34 km de large à son point le plus étroit, entouré sur 3 côtés par le territoire iranien. À travers ce passage transitent environ 20 millions de barils de pétrole chaque jour. C'est environ 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Avant le début du conflit, entre 100 et 135 navires traversaient ce corridor quotidiennement. Depuis la fermeture, les sociétés de renseignement maritime n'ont compté que 21 transits de navires non iraniens dans les 2 premières semaines de guerre combinée. Le trafic a chuté de plus de 95% par rapport aux niveaux normaux. Alors quand 8 navires sont détectés dans le détroit lundi, ce n'est pas un triplement. C'est une fissure. Et ce que les analystes décrivent est plus significatif que le nombre brut. Un nombre croissant de navires ont été reroutés à travers les eaux territoriales iraniennes, suggérant que Téhéran opère un système de transit basé sur la permission. Des navires de nations amies, qui coordonnent à l'avance, sont autorisés à passer. Les navires affiliés à l'Occident n'entreront pas volontairement dans les eaux iraniennes. Mais les navires chinois, indiens, pakistanais et d'autres le font. C'est le système que l'Iran construit en temps réel. Pas un détroit ouvert. Pas un détroit fermé. Un système de contrôle d'accès où Téhéran décide qui passe et qui ne passe pas. En géopolitique de l'énergie, c'est une innovation stratégique majeure. Pendant des décennies, le détroit d'Ormuz fonctionnait sous le principe de la liberté de navigation à un passage international ouvert à tous. Ce que l'Iran est en train de construire est fondamentalement différent, un péage géopolitique. Un mécanisme qui transforme l'accès à l'énergie mondiale en levier diplomatique, navire par navire, pays par pays. Voyons comment ce système a fonctionné en pratique la semaine dernière, parce que les détails révèlent l'architecture. L'Inde a été le premier cas test majeur. Le Premier ministre indien a parlé directement avec le président iranien. Le ministre des Affaires étrangères indien a tenu des entretiens séparés avec son homologue iranien. L'Inde a ensuite rapatrié environ 100 officiers navals iraniens qui étaient bloqués sur des navires de guerre ayant cherché refuge dans des ports indiens après le début de la guerre. 2 jours plus tard, 2 pétroliers battant pavillon indien ont traversé le détroit tôt un samedi matin et ont navigué en sécurité vers des ports de l'ouest de l'Inde. Un haut responsable du ministère indien des ports l'a confirmé publiquement. L'Inde est passée. Mais le ministre des Affaires étrangères indien a été explicite, ce n'était pas un arrangement global. Chaque navire nécessite une autorisation diplomatique séparée. Et à ce jour, 22 navires battant pavillon indien restent bloqués à l'ouest du détroit, en attente de confirmation pour procéder. La Turquie est venue ensuite. Un navire turc a reçu la permission de Téhéran après avoir attendu près des eaux iraniennes. Un seul navire. Une traversée négociée. Le Pakistan a fait passer 2 navires. Et les navires liés à la Chine ont été la présence la plus régulière à 11 transits comptés dans les 2 premières semaines, principalement des cargos généraux. Mais les pétroliers opérés par les grandes compagnies chinoises évitent encore largement la route après qu'un navire de propriété chinoise a été touché par des éclats d'obus. Le schéma est clair. Les navires signalant une propriété ou un équipage chinois semblent opérer sous ce que les analystes appellent un « filtre d'accès informel », signalant la neutralité pour éviter le ciblage. Voici l'architecture du blocus tel qu'il existe réellement. Ce n'est pas l'Iran contre le monde.
C'est l'Iran contre les États-Unis, Israël, et quiconque Téhéran décide d'être leur allié. Chaque autre nation est une négociation. Le chef de la diplomatie iranienne l'a dit directement, le détroit d'Ormuz est ouvert. Il n'est fermé qu'aux pétroliers et navires appartenant aux ennemis, à ceux qui attaquent l'Iran et à leurs alliés. Les autres sont libres de passer. Ce cadrage est délibéré. L'Iran offre au monde un choix. Séparez-vous de l'axe américano-israélien et vos navires passent. Restez avec eux et votre approvisionnement en carburant est à la merci de Téhéran. La plupart des gens supposent que l'Iran n'appliquerait jamais sérieusement un blocus complet parce qu'il exporte lui-même du pétrole par le détroit et a besoin des revenus pour soutenir son économie et son effort de guerre. En réalité, l'Iran a résolu ce problème avant que la guerre ne commence. Dans les 2 semaines précédant les premières frappes, l'Iran a triplé son propre taux d'exportation pétrolière et réduit ses stocks pour diminuer son exposition. Depuis le début du conflit, l'Iran continue d'exporter des millions de barils à travers la même voie navigable qu'il a déclarée fermée aux ennemis. Le blocus est sélectivement appliqué et cette sélectivité est précisément le point. C'est un outil de coercition diplomatique, pas un siège naval classique. Maintenant, les chiffres qui changent tout ce qu'on vous a dit sur l'évolution de la situation. Les prix du pétrole sont passés d'environ $65 le baril avant le conflit à un pic de $119 avant de se stabiliser autour de $102. C'est encore une augmentation de 57% en moins de 3 semaines. L'Agence internationale de l'énergie a répondu en annonçant la plus grande libération coordonnée de réserves d'urgence de son histoire, 400 millions de barils provenant de 32 pays membres. Son directeur exécutif a qualifié cela d'action majeure pour atténuer les impacts immédiats sur le marché. Des grandes banques d'investissement ont relevé leur probabilité de récession américaine en partie à cause de la perturbation d'Ormuz. Des modèles économiques ont simulé un scénario où le pétrole reste en moyenne à $140 pendant 2 mois et conclut que cela pousserait la zone euro, le Royaume-Uni et le Japon en contraction économique, créant ce qu'ils appellent un « arrêt économique » aux États-Unis. Le Programme alimentaire mondial a averti cette semaine que les prix des produits essentiels dans certains pays africains ont déjà augmenté de 20% depuis le début de la guerre. Les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie qui dépendent des importations de nourriture et de carburant sont les plus durement touchés. Un responsable humanitaire l'a résumé simplement, les familles qui ne peuvent déjà pas se permettre leur prochain repas seront les plus touchées. C'est le coût humain de 8 navires qui passent ou plutôt, de 20 millions de barils par jour qui ne passent pas. Passons maintenant à la réponse américaine. Le commandement central a annoncé que les forces américaines avaient déployé avec succès de multiples munitions pénétrantes de 2300 kg contre des sites de missiles iraniens durcis le long de la côte, près du détroit. L'arme utilisée est une bombe pénétrante de bunker avec guidage de précision. Le commandement a déclaré que les missiles de croisière anti-navires iraniens stockés sur ces sites représentaient un risque direct pour la navigation internationale dans le détroit. C'était la première action militaire américaine majeure ciblant directement les environs du détroit d'Ormuz lui-même. Et un détail important sur la sélection des cibles, l'Iran avait gardé son inventaire de missiles anti-navires en réserve tout au long de la guerre. Malgré la capacité de les utiliser à grande échelle, les analystes spéculaient sur le fait que Téhéran gardait ses armes pour des cibles plus importantes comme les navires de guerre occidentaux, qui jusqu'ici maintenaient leur distance du détroit. Les frappes de bunkers visaient à détruire cette réserve avant que l'Iran ne puisse la déployer. Le président américain a commenté les frappes sans mentionner d'armes ou de victimes spécifiques. Ces mots « on frappe fort la côte ». C'est essentiellement la côte et l'eau, et ça ne sera plus très long. Il a dit cela tout en reconnaissant simultanément qu'aucun allié n'avait accepté d'aider. Et c'est la deuxième histoire qui court sous les chiffres du trafic maritime. Le président américain a passé la semaine à faire appel à l'OTAN, à la Chine, au Japon, à l'Australie et à la Corée du Sud pour envoyer des navires de guerre et rejoindre une coalition pour le détroit d'Ormuz. La réponse a été un rejet quasi total. Le chancelier allemand a déclaré que cette guerre n'était pas une affaire pour l'OTAN. La France, le Canada, la Grèce, la Norvège et le Royaume-Uni ont tous explicitement exclu de participer à des opérations militaires dans le détroit. Le Japon a dit explorer les implications juridiques. L'Australie a dit vouloir que le conflit se termine le plus rapidement possible par une solution négociée. La Corée du Sud a dit qu'aucune demande formelle américaine n'avait même été faite. Ce refus allié ne concerne pas seulement cette opération spécifique. Il reflète quelque chose de plus profond. La plupart des alliés américains se sont opposés à cette guerre dès le début. Les frappes initiales ont été lancées sans autorisation des Nations Unies et sans consultation de l'OTAN.
Les pays qui ont passé des années à soutenir la position américaine selon laquelle l'Iran ne doit pas obtenir l'arme nucléaire tracent une ligne nette entre partager cette position et envoyer leurs marins dans une zone de guerre active. Et il y a une troisième couche que personne d'officiel ne veut dire à voix haute. Le président du Parlement iranien a publié 5 mots sur les réseaux sociaux: la situation du détroit d'Ormuz ne reviendra pas à son statut d'avant-guerre. Il n'a pas développé. Il n'en avait pas besoin. Cette phrase n'est pas une menace. C'est une déclaration de politique. Quand un responsable de ce niveau publie cette phrase en anglais, dans un poste destiné à être lu internationalement, ce n'est pas de l'improvisation. C'est une déclaration d'intention. L'Iran n'essaie pas de rouvrir le détroit aux anciennes conditions. L'Iran essaie de restructurer de manière permanente qui contrôle l'accès. Le blocus temporaire et le test grandeur nature. Le système de transit basé sur la permission pour les nations amies est le prototype. Les bombes pénétrantes que les Américains viennent de larguer étaient une tentative d'émousser ce système. Mais détruire des sites de missiles le long d'une côte ne change pas l'architecture politique que l'Iran construit. Les navires doivent toujours passer par les eaux territoriales iraniennes pour transiter le détroit. L'Iran n'a pas besoin d'une batterie de missiles pour arrêter un pétrolier. Il a besoin de la volonté d'appliquer les règles qu'il est en train d'écrire. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré cette semaine que l'Iran ne cherchait pas de cessez-le-feu, mais que cette guerre devait se terminer de manière à ce que les ennemis de l'Iran ne pensent plus jamais à répéter de telles attaques. Le nouveau guide suprême a rejeté les propositions de réduction des tensions transmises par les canaux diplomatiques. Voici donc où en sont les choses en ce moment. 8 navires ont traversé le détroit lundi. L'Iran opère un système de permission qui récompense la neutralité et punit l'alignement avec les États-Unis. 22 navires indiens attendent une autorisation. Environ 400 navires sont ancrés dans le golfe d'Oman. L'Iran exporte son propre pétrole à travers le même corridor qu'il a déclaré fermé. Les Américains viennent de larguer des bombes de 2300 kg sur des bunkers iraniens près du détroit pendant que chaque allié majeur refusait d'envoyer un seul navire. Le pétrole reste au-dessus de $100 le baril. L'Agence internationale de l'énergie a libéré la plus grande réserve d'urgence de son histoire et les prix ont à peine bougé. Le président du Parlement iranien a déclaré que l'ancien normal est terminé. Et le chef de la diplomatie iranienne a dit que le pays ne demandait pas de cessez-le-feu. 8 navires sont passés. Mais le monde qui existait avant cette guerre où 100 à 135 navires transitaient quotidiennement, sans permission requise, sans vérification d'alliance, sans contrôle d'accès par une force militaire qui contrôle 3 côtés de la voie navigable, ce monde est ce que le président du Parlement iranien vient de vous dire ne revient pas. Ce n'est pas un rapport maritime. C'est une restructuration de l'infrastructure énergétique mondiale conduite en temps réel, sous tir actif, sans fin définie et sans coalition disposée à la contester. En sciences politiques, on parle de « fait accompli stratégique » quand un acteur modifie le statu quo à une vitesse et avec une détermination telle que le coût de le renverser dépasse le coût de l'accepter. C'est exactement ce que l'Iran est en train de construire dans le détroit d'Ormuz. Chaque jour qui passe sans que le trafic normal reprenne normalise un peu plus le nouveau système. Et chaque navire qui passe avec permission iranienne légitime un peu plus le rôle de Téhéran comme gardien de cette voie navigable. Le vrai enjeu n'est plus de savoir si le détroit rouvrira. C'est de savoir sous quelles règles il le rouvrira. Et qui écrira ces règles. Si cette analyse vous a aidé à voir au-delà des rapports de surface, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche. Et rejoignez la communauté des membres, le lien est dans la description. On s'y retrouve pour des analyses qu'on ne peut pas publier en format classique. On se retrouve très vite. Restez informés. Restez lucides. Et n'oubliez pas, comprendre le monde, c'est la première étape pour ne pas le subir.